Bonjour, je m'appelle Claude Rioux, je suis responsable des communications au réseau québécois des OSBL d'habitation et c'est moi qui vais animer le webinaire qui débute à l'instant. Le webinaire est présenté par le réseau québécois des OSBL d'habitation pour répondre aux préoccupations des gestionnaires et personnes administratrices des OSBL d'habitation qui se questionnent à propos de l'impact de la légalisation du cannabis qui interviendra, comme on le sait, dans quelques mois, sur les relations avec leurs locataires et le fonctionnement de leur organisme. La présentation à laquelle vous allez assister sera faite par deux membres de notre équipe, soit Jacques Baudouin, qui est secrétaire général du RQH, qui est aussi membre du barreau, et ma collègue Istamela Neff, qui est responsable de la formation et qui, à ce titre, collabore avec les fédérations régionales d'OSBL d'habitation pour présenter une offre de formation qui réponde aux besoins des organismes. Avant de leur laisser la parole, je vous donne quelques précisions quant au déroulement du webinaire. Okay, on nous indique qu'il semble y avoir un problème. Il y a de la musique qui joue en même temps que la présentation. Alors on se met à pause quelques instants et on nous revient dans 30 secondes. C'est joint à la conférence. Daniel Guillemette. C'est joint à la conférence. Christian Lefebvre. C'est joint à la conférence. Anne-Marie Trépanier. C'est joint à la conférence. Nathalie. C'est joint à la conférence. Yvelina. C'est joint à la conférence. Le responsable a activé la mise en silence de votre ligne. OK. C'est la musique. Nous faire signe, c'est la musique arrêtée. OK, alors on va reprendre. Désolé du contretemps. Je tiens pour acquis que la musique a arrêté. C'est joint à la conférence. Juste si quelqu'un d'entre vous peut nous faire un petit signe par le module de conversation, juste pour nous confirmer que ça a arrêté. Bon, mais c'est bon. Désolé. Alors, je continue. C'est Claude Rioux qui parle actuellement. Jacques Baudouin et Christian Malineff vont donc animer le webinaire dont nous avons prévu une durée d'à peu près 1 heure pour la tenue du webinaire qui inclut une courte période de questions pour répondre à vos questions. Pardon, je vais reprendre le fil là où j'étais rendu. Le fil audio vous est transmis à travers l'appareil que vous avez utilisé pour vous joindre au webinaire, donc votre ordinateur, votre tablette ou téléphone intelligent. En cas de difficulté ou de bris de transmission, vous pouvez en tout temps y accéder par téléphone, comme pour une conférence téléphonique ordinaire. Les informations de connexion sont disponibles dans le module Conversation, dans le coin inférieur droit de votre écran. Sachez qu'en tout temps, ce module, le module Conversation, vous permet d'interagir avec les présentateurs et les autres participantes et participants. Il suffit de l'utiliser un peu comme vous le faites avec les applications de messagerie, avec lesquelles vous êtes probablement familières et familiers. Vous êtes nombreuses et nombreux et qu'il est impossible de vous donner chacun la parole. Je vous invite à vous poser vos questions ou acheminer vos commentaires par ce moyen. Nos présentateurs y répondront en conclusion du webinaire.
Enfin, le webinaire est enregistré et sera ensuite rendu disponible en ligne pour ceux et celles qui voudront le revoir ou le partager. Sur ce, je vous souhaite un bon webinaire et je laisse la parole à Jacques Baudouin. Problème d'écho. Alors, on nous signale un gros problème d'écho. Est-ce que c'est toujours le cas? Pour désactiver la mise en sourdine de votre ligne, appuyez sur étoile 6 ou carré 6. Bon, alors on va essayer de résoudre le problème. Encore une fois, désolé. Ah, l'écho serait parti, c'est mieux. Good. OK. Bon, parfait, merci. Bon, mais encore une fois, désolé. Alors, juste pour continuer un petit peu rapidement, ce qu'on va voir aujourd'hui au menu, en fait, ça va être principalement 3 aspects. Dans un premier temps, on va vous présenter un peu ce qui va changer dans les prochains mois. Évidemment, on parle des prochains mois, on ne connaît pas la date exacte, là, parce que il semble que c'est pas le 1er juillet exactement 2018 que la loi fédérale va être C'est joint à la conférence. Mais on va quand même passer à travers un petit peu là, ce qui s'enligne pour être adopté et mis en vigueur dans les prochaines semaines et les prochains mois. On va ensuite regarder un petit peu plus rapidement quels sont les enjeux pour les OSBL d'habitation, à savoir si il y a pertinence ou pas d'adopter une réglementation ou d'intervenir pour réglementer la consommation ou la production des produits du cannabis dans nos immeubles d'habitation. Et dans une dernière partie, on va regarder un peu ce que ça peut impliquer au niveau de la rédaction ou de la modification ou de l'application du règlement d'immeuble. Essentiellement, ça, c'est le menu qu'on vous propose pour les prochaines minutes. C'est joint à la Pour ce qui est conférence. du cadre législatif et réglementaire qui est actuellement en vigueur, c'est assez simple, là. Vous le savez, c'est interdit actuellement de produire, de posséder, de distribuer, d'importer ou d'exporter du cannabis ou de toute préparation ou dérivé du cannabis. Donc ça, c'est la situation actuelle et c'est ça qui va changer dans les prochaines semaines. Il y a quand même une exception depuis une quinzaine d'années qui est l'usage du cannabis à des fins médicales, donc sur prescription, recommandation d'un médecin. Cet usage-là est reconnu c'est possible donc pour une personne qui souffre d'une condition médicale qui justifie la consommation de cannabis pour répondre à cette condition, de faire appel à un producteur autorisé ou cultiver soi-même de la marijuana en vue d'une consommation personnelle, ou de nommer quelqu'un qui va pouvoir cultiver pour elle. Et présentement, toute personne dans cette situation-là a le droit légalement d'avoir en sa possession un approvisionnement qui équivaut à peu près à 30 jours du cannabis dont il a besoin pour raison médicale. C'est joint Ce qui à va la changer conférence. dans les prochaines semaines, d'abord, vous le savez, il y a un projet de loi qui a été déposé à Ottawa. Il n'a pas juste été déposé, il a été adopté à la Chambre des communes le 27 novembre 2017. Là, actuellement, il est devant le Sénat, alors il n'a pas encore été C'est sanctionné. joint à la Et conférence. on a appris dans les derniers jours que finalement, l'objectif de mettre en vigueur ce projet de loi-là le 1er juillet 2018 ne sera pas atteint. Par contre, on vise à l'adoption au Sénat autour du 15 juin. Après ça, ça va prendre quelques jours pour que ça revienne à la Chambre des communes et que ça obtienne la sanction royale. Et ça va être mis en vigueur par la suite. Le gouvernement fédéral a déjà annoncé qu'il va laisser entre 2 et 3 mois aux provinces pour adapter leur réglementation avant de mettre tout ça en vigueur. Donc, même si on n'a pas, ça sert à rien là, de faire des prévisions sur une date, là, on n'est pas certain de la date. On peut être à peu près certain que d'ici la fin de l'année 2018 ou plus tard, et plus probablement vers octobre, la fameuse légalisation du cannabis va entrer en vigueur. Ce qui est prévu dans ce qui vient faire ce projet de loi C45 dans le fond, il vient autoriser certaines activités qui sont actuellement interdites. On a vu qu'actuellement tout est interdit, la possession, la distribution, la consommation. Là, il y a des activités donc qui sont actuellement interdites qui vont devenir possibles légalement, comme par exemple la possession de moins de 30 C'est grammes joint de à la cannabis conférence. séché ou l'équivalent dans un lieu public.
Je mentionne dans un lieu public parce que dans le projet de loi fédéral, ce que ça veut dire donc, c'est qu'il n'y a pas de limite, on ne parle pas des lieux privés. Il n'y a pas de limite à la quantité de grammes de cannabis qu'une personne pourrait avoir en sa possession dans un lieu privé, donc dans un logement ou une chambre, là, dans un immeuble d'habitation. Pour les lieux publics, c'est possession de moins de 30 grammes qui va être autorisée. Ce qui va être autorisé aussi, on en a beaucoup entendu parler, c'est la culture de 4 plants de cannabis par résidence. La notion de résidence ici, il faut l'entendre au sens de logement ou chambre, ou du lieu d'habitation, de l'endroit ou l'espace privé où une personne habite. Il faut le comprendre au sens large. Le projet de loi ne définit pas ce qu'on entend par résidence, mais donc pour toute personne qui voudrait cultiver, en fonction du projet de loi fédéral, 4 plants, aurait le droit de le faire dans son logement, pour ce qui nous intéresse. Le projet de loi va venir réglementer la production de cannabis en établissant un régime de licence puis en décernant des autorisations à des producteurs. Et dans l'économie du projet de loi ou la logique du projet de loi, c'est aux provinces que va être confiée la responsabilité de la distribution au détail. Il y a une chose à mentionner sur le projet de loi C-45, c'est qu'il ne vient pas toucher absolument pas au régime actuellement en place, le régime d'exception pour le cannabis à des fins médicales. Ce régime-là va continuer à exister en parallèle, c'est-à-dire que les gens qui actuellement bénéficient de l'accès à ce régime-là, sur prescription, vont pouvoir continuer à s'approvisionner de la même façon qu'ils le font présentement. Et ça va rester en vigueur avec les mêmes, la limite de possession de 30 grammes à ce moment-là, elle s'applique pas parce que ces personnes-là ont droit à un approvisionnement suffisant pour une période, jusqu'à une période de 30 jours. Donc, ça va demeurer un régime particulier pour les personnes qui ont droit de consommer du cannabis à des fins médicales. Parallèlement, donc, on a à Québec aussi un projet de loi qui a été déposé. Je vous ai mentionné que dans la logique du fédéral, on va légaliser, rendre légal des choses qui sont actuellement interdites, mais on va donner un cadre général, mais on veut s'assurer ou on veut permettre aux provinces d'adapter leur propre cadre à leur situation spécifique. Donc, il y a un projet de loi qui a été déposé par la ministre Charles Lebois à Québec, qui n'est pas encore adopté, qui est encore à l'étude, qui est le projet de loi 157, qu'on connaît parce qu'il crée notamment la fameuse Société québécoise du cannabis, qui, dans la volonté du gouvernement provincial, va détenir l'exclusivité de la vente de cannabis sur le territoire québécois. Ça va être des succursales là, qui vont relever, en fait, qui vont être gérées par la Société des alcools, mais puis qui vont avoir quand même une administration indépendante. Là. On ne rentrera pas dans les détails, c'est pas utile là, pour les fins de la présentation d'aujourd'hui. Mais il y a cette Société québécoise du cannabis qui va exister. Le projet de loi 157, ce qu'il vient faire, dans le fond, c'est déterminer des règles pour encadrer la possession, la culture, l'usage, la vente et la promotion du cannabis. Donc, le projet de loi fédéral, il va permettre tout ça, mais le projet de loi provincial, lui, il vient comme mettre des limites, si on veut, d'une certaine façon. Il vient encadrer tout ça. Et de fait, les limites présentement qu'on retrouve dans le projet de loi provincial sont plus sévères que ce que permet la loi fédérale. Donc, on va voir qu'il va y avoir des possibilités de contestation à ce niveau-là. Un exemple de ça, c'est présentement dans le projet de loi provincial, il est prévu que, en fait, c'est nommément spécifié qu'il va être interdit de cultiver du cannabis à des fins personnelles dans une maison d'habitation. Encore là, on entend maison d'habitation par un logement ou une chambre dans un contexte d'un bail de logement. Donc, d'un côté, il y a la loi fédérale qui dit les gens vont avoir le droit de faire cultiver 4 plants, puis il y a le projet de loi provincial qui dit non, ça va être interdit. Clairement, il y a déjà un potentiel de contestation là, à ce niveau-là. La ministre fédérale a déjà dit qu'elle reconnaissait qu'une province pouvait être plus restrictive que ce que le projet de loi fédéral prévoit, c'est-à-dire Québec pourrait dire ça ne sera pas 4, ça va être 3, ça va être 2 ou ça va être un plan maximum pour une personne, mais ça ne peut pas être 0, parce qu'en disant 0, on vient contredire l'objectif de la loi fédérale, puis dans l'ordre constitutionnel canadien, les lois fédérales ont une prépondérance sur les lois provinciales. Mais éventuellement, ça veut dire que quand la loi provinciale va être adoptée, il y a quelqu'un à un moment donné qui va contester l'interdiction qu'on lui fait de cultiver du cannabis chez lui, puis ça va faire une contestation devant les tribunaux, puis ça va monter jusqu'à la Cour suprême, puis dans 5, 6, 7, 8 ou 10 ans, il y aura une décision à un moment donné qui risque d'invalider, à mon sens, la loi provinciale.
Je le mentionne parce que dans la discussion qu'on va avoir dans les prochaines minutes sur qu'est-ce qu'on peut faire comme locateur de logements communautaires dans ce contexte-là, on va voir qu'on pourrait, des organismes pourraient légitimement prendre comme décision que les locataires n'auront pas le droit de cultiver des plantes de cannabis dans leur logement. Mais il y a peut-être des organismes qui vont se dire, ben, j'ai pas besoin d'adopter un règlement comme ça. De toute façon, la loi provinciale, elle dit que c'est interdit. J'ai pas besoin d'adopter un règlement. Sachez que cette loi-là, elle risque d'être invalidée. Donc, à ce moment-là, il y aurait, si c'est le souhait d'un organisme de l'interdire, il y a pertinence à ce moment-là d'adopter un règlement. Autre chose qu'on retrouve dans le projet de loi numéro 157, on parle, je vous ai dit, la loi fédérale, elle parle pas des lieux privés. Elle dit c'est maximum, moins de 30 grammes dans un lieu public. Le projet de loi provincial, lui, il s'intéresse aux lieux privés. Puis il fixe une limite qui est 150 grammes, la limite de possession qu'une personne peut avoir de cannabis dans un lieu autre que public. Donc, par exemple, chez soi, dans son logement. Le projet de loi, il vient aussi restreindre la possibilité de fumer du cannabis dans les mêmes lieux, essentiellement, là, à quelques nuances près, dans les mêmes lieux que là où c'est déjà interdit pour l'usage du tabac. Et ça, ceux et celles parmi vous qui êtes gestionnaires d'OSBL d'habitation ou à la limite de coop ou d'office, vous connaissez déjà sans doute les dispositions où c'est interdit de fumer actuellement la cigarette, mais ça va être la même chose pour le pot, dans les aires communes de tous les immeubles d'habitation qui comportent 2 logements ou plus. Donc essentiellement tout ensemble de logements, tout ce qui n'est pas une maison, une résidence unifamiliale. Les aires communes des résidences privées pour aînés. Et aussi les milieux de travail, c'est pour les OSBL d'habitation, souvent on a du personnel, donc c'est interdit de fumer la cigarette et ça va être interdit de fumer du cannabis dans les milieux de travail, à l'exception de ceux situés dans une résidence privée. Alors là, ce qu'il faut comprendre, c'est que si une personne aurait le droit, par exemple, un locataire aurait le droit, parce qu'on lui interdira pas de fumer du cannabis dans son logement, et qu'il y a un employé de l'organisme qui a affaire à entrer dans le logement pour une raison ou pour une autre, ben à ce moment-là, c'est l'exception qui va s'appliquer. Mais autrement, le milieu de travail doit être exempt d'usage des produits du tabac ou du cannabis par fumage, si vous me permettez l'expression. Bon, soit dit en passant, quand on parle des aires communes, des résidences privées pour aînés et des milieux de travail dans des immeubles d'habitation, ben de toute manière, c'est déjà couvert par la première des 3 options, là, parce que les résidences privées pour aînés sont toutes des immeubles d'habitation comportant 2 logements ou plus. C'est un peu une répétition, mais je vous le mentionne quand même parce que c'est ce qui est écrit dans le projet de loi. On prévoit aussi qu'un fumoir peut être aménagé dans les immeubles d'habitation et dans les résidences privées pour aînés, pour les organismes qui le souhaitent, de la même manière que c'est possible actuellement de le faire dans pour la cigarette. Ça va être possible de le faire également pour le pot, s'il y en a qui pensent que c'est une option qui mérite d'être prise en considération. Une autre obligation du projet de loi provincial pour les responsables d'organismes qui touchent les responsables d'organismes communautaires d'habitation, c'est l'obligation pour l'exploitant d'installer des affiches partout où il y a interdiction pour rappeler l'interdiction. Alors, de la même manière que c'est le cas actuellement pour la cigarette, il n'y a pas de différence. Donc, il y aura lieu soit d'adapter les affiches qui existent actuellement avec de nouveaux logos, de nouveaux symboles, ou d'installer des affiches supplémentaires qui mentionnent spécifiquement l'interdiction de fumer le cannabis dans les espaces communs. Et l'autre obligation qui est faite à l'exploitant, puis là-dessus, ça diffère pas non plus de la loi sur le tabac, c'est l'obligation de s'assurer du respect de l'interdiction. Dans le cas où l'exploitant, donc quand on parle de l'exploitant, on parle de l'organisme comme tel, là, et non pas nécessairement de la personne physique qui représente l'organisme. Mais dans le cas de l'exploitant, de son obligation, évidemment, si l'exploitant déroge à l'obligation, il y a des amendes qui sont prévues, des peines pénales, des amendes qui peuvent aller de 500 à 12 500 $ dans les 2 cas. Si on n'a pas installé les affiches, si on ne s'est pas assuré du respect de l'interdiction. Ça peut être doublé en cas de récidive. C'est une obligation qui est faite aux exploitants qui est quand même importante, notamment parce que quant à l'obligation de s'assurer du respect de l'interdiction, il est écrit dans le projet de loi que la preuve qu'une personne a fumé dans un endroit où c'est interdit de le faire suffit à établir que l'exploitant a toléré qu'une personne fume dans cet endroit. À moins que l'exploitant établisse qu'il a fait preuve de diligence raisonnable et qu'il a pris les précautions nécessaires pour prévenir l'infraction.
Alors, c'est quand même une responsabilité là, qui va échoir aux gestionnaires, disons, et aux responsables, aux administrateurs dans les prochains, suite à l'adoption de ce projet de loi-là, qui va être adopté. Il va y avoir sans doute des petites modifications, mais sur le fond, il va être adopté. Maintenant qu'on a vu un peu qu'est-ce qui existe actuellement, qu'est-ce qui s'en vient, sous réserve évidemment qu'il pourrait y avoir d'autres modifications dans le cas de la loi fédérale suite aux discussions au Sénat, puis dans le cas de la loi provinciale, les discussions en commission parlementaire. Comment on se positionne comme OSBL d'habitation, qu'est-ce qu'on fait comme organisme, est-ce qu'on peut réglementer cette activité-là dans nos logements, la consommation du cannabis, est-ce qu'on doit le faire? Question qui se pose évidemment pour nous dans le cas d'une relation de locataire-locataire dans le contexte d'organismes communautaires d'habitation. Là-dessus, je vais céder la parole à ma collègue Kesna-Mélie pour les prochaines minutes. Bon, à la lumière de ce que mon collègue Jacques vient de vous présenter sur le projet de loi fédéral C-45, le projet de loi provincial numéro 157, vient le temps pour chaque organisme de savoir s'il faut réglementer ou pas. En fait, il appartient à chaque organisme de prendre sa propre décision selon sa mission et selon ses particularités. Fondamentalement, cette décision-là revient au conseil d'administration, bien évidemment. Toutefois, il est possible et même souhaitable dans bien des cas d'associer les locataires à la discussion dans les cas où, par exemple, un comité de locataires est constitué dans l'organisme ou comme c'est le cas dans les OSBL où il y a une vie associative et participative active, ou par toute autre voie de dialogue qui pourrait être instaurée pour le faire également. On peut penser notamment à la présence d'intervenants en soutien communautaire qui pourraient servir de relais dans la transmission des informations, des inquiétudes ou des questionnements que ce type de décision pourrait soulever. Donc, prendre sa propre décision selon la mission et ses particularités. En fait, comme vous le savez, il existe parmi les OSBL d'habitation une grande diversité de projets, une panoplie de modèles. Donc, on peut penser que la décision ne va pas nécessairement être la même dans un OSBL d'habitation qui loge une forte proportion, une totalité de personnes aînées, que dans un OSBL d'habitation dont le projet est à destination des familles, où il y a la présence de plusieurs enfants, ou même dans un organisme qui offre du logement ou de l'hébergement à des personnes en situation ou à risque d'itinérance et qui a, entre autres, pour objectif la réduction des méfaits, ou même dans un organisme qui offre un support à des personnes qui sont des ex-toxicomanes, par exemple. Donc, plusieurs facteurs sont à prendre en considération lorsqu'on prend la décision de réglementer. D'abord, il y a le type de clientèle. Comme on vient de le voir, la décision de réglementer ou pas doit d'abord tenir compte du type de clientèle qui sont logées dans les OSBL d'habitation. Il faut également tenir compte des enjeux qui sont liés à la santé et à la sécurité. Concernant les enjeux de santé, on peut penser aux dommages qui peuvent être causés par la présence de fumée secondaire dont pourraient se plaindre des locataires voisins, notamment sachant que la fumée peut voyager facilement d'un logement à l'autre par les fenêtres, les conduits de ventilation, le système de plomberie ou se frayer un passage sous la porte d'entrée d'un logement pour aller migrer dans les couloirs ou les ascenseurs. Concernant les enjeux de sécurité, une des réflexions qui peut se faire concerne le danger accru d'incendie. Sachant qu'effectivement qu'un grand nombre d'incendies sont provoqués par les produits consommés par fumage dans un logement, comme c'est présentement le cas, comme on le voit, pour la consommation de cigarettes, de tabac. Il faut également prendre en considération les enjeux de troubles de voisinage et de perte de jouissance des lieux. En effet, la nuisance occasionnée par les impacts néfastes de la fumée secondaire et éventuellement les odeurs, qu'il s'agisse de fumée de tabac ou de cannabis, là, comme ça sera le cas, peut être invoquée par les locataires voisins comme un motif de plainte ou de recours pour la perte de jouissance des lieux. Un autre facteur à prendre en considération concerne l'intégrité des logements et du cadre bâti. En fait, la détérioration causée par la fumée secondaire, comme plusieurs peuvent le savoir, peut entraîner des coûts de remise en état du logement qui peuvent parfois s'avérer quand même assez élevés. Et finalement, un autre facteur à prendre en considération concerne la performance de l'immeuble et les possibilités d'aménagement.
En fait, il est possible de réfléchir sur cette possibilité-là, hein, de désigner des sections de l'immeuble comme étant sans fumée, donc pas nécessairement tout l'immeuble. Par exemple, il peut être décidé que le premier étage de l'immeuble sera fumeur, ou encore désigner un fumoir, comme mon collègue l'a dit tantôt, avec des installations requises pour l'aération ou la ventilation. En fait, vous comprenez qu'à la lumière des facteurs qu'on vient de nommer, qu'il n'existe pas une seule solution qui serait bonne pour chacun des 1200 OSBL d'habitation. Donc, c'est la raison pour laquelle on répète l'importance que chaque OSBL fasse sa propre réflexion selon sa mission et selon ses particularités. Est-ce qu'il est possible d'interdire de fumer la cigarette ou le cannabis dans les espaces privatifs? Bien, la réponse est oui. Dans les faits, actuellement, il est certainement possible pour un locataire d'interdire à un nouveau locataire de fumer la cigarette dans son logement. Donc, pour ce faire, cette clause doit clairement être indiquée dans le bail à la signature de celui-ci. On tient à préciser qu'un locataire ne peut pas interdire de louer un logement à un fumeur, mais peut lui interdire de fumer dans le logement. Et puis, on précise que par logement, on entend tout le terrain de l'immeuble et ainsi que les aires communes, car bien sûr, maintenant, la loi l'interdit. Hein, pour la consommation du tabac, il l'interdira pour la consommation du cannabis. Donc, ça sera au locataire d'aller fumer ailleurs, à l'extérieur du terrain de l'immeuble. En cours de bail, un locataire peut également interdire au locataire de fumer la cigarette, mais seulement avec le consentement de celui-ci. Et bien sûr, le locataire a le droit de refuser ce nouveau règlement. Notre cas, c'est lors du renouvellement du bail. Le locataire peut changer le règlement pour interdire la fumée de cigarette dans le logement. Et si le locataire conteste ce changement-là, bien, le locataire devra alors justifier la pertinence et la nécessité de cette interdiction-là devant la régie du logement. Donc, interdire de fumer la cigarette dans un logement ou le cannabis, ça soulève des questions quant au droit à la vie privée. Hein. Donc, pour ce faire, je vais vous lire un extrait d'un jugement de 2008 de la Cour du Québec dans l'affaire Fowler, qui disait « Aucune loi n'interdit formellement à une personne de fumer dans son logement. Cependant, le droit du fumeur au respect de sa vie privée est limité par le droit des autres occupants d'un immeuble à jouir paisiblement de leur logement. » Donc, ce jugement est la démonstration du proverbe qui dit que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, car on est là devant un cas manifeste de conflit de droit. Cela dit, les locataires en logement social et communautaire ont parfaitement le droit à leur vie privée. Puis ils ont aussi le droit à une santé et à un environnement sain. C'est donc dans cette logique, c'est pas parce qu'ils sont à faible revenu qu'ils doivent subir les inconvénients liés à la fumée secondaire. Donc, vous comprendrez ici que tout ce qui vient d'être dit ici sur la fumée de cigarette va s'appliquer de la même manière au cannabis quand sa consommation deviendra légale. Abordons maintenant deux particularités relevées entre la consommation du tabac et la consommation du cannabis. La première étant qui sera sans doute plus difficile pour un locataire qui contesterait une modification au bail, notamment via le règlement d'immeuble, lui interdisant de fumer du cannabis à compter de la date officielle de sa légalisation, d'obtenir gain de cause. Premièrement, parce qu'il ne pourra pas prétendre à quelconque droit acquis dans le cas du cannabis, étant donné que ça lui est présentement interdit, car évidemment, la consommation de cannabis est présentement illégale. Donc, dans les faits, même si le règlement d'immeuble actuellement ne le lui interdit pas, il n'a pas plus le droit de le faire. Une autre des particularités relevées concerne la consommation du cannabis à des fins médicales. Puis pour en parler, je redonne la parole à mon collègue Jacques. Oui, très rapidement, c'est qu'il y a une petite nuance à faire et elle n'a pas nécessairement une très grande importance au final, au cas par cas, mais au niveau de la consommation du cannabis versus la cigarette. C'est sûr qu'on a vu qu'il y a des gens qui consomment du cannabis à des fins médicales, qui ont une raison de le faire, qui relèvent d'un régime d'ailleurs particulier qui leur est reconnu depuis plusieurs années. Il n'existe pas l'équivalent pour la cigarette. Là. Si un organisme adopte un règlement pour interdire de fumer la cigarette dans son immeuble,
Un locataire pourrait bien essayer de le contester en disant que moi, je suis fumeur, puis ma dépendance à la cigarette, là, c'est un handicap, c'est une condition médicale, puis je vous demande un accommodement pour me permettre, là, compte tenu que c'est une maladie. Ça passera pas. Là. Il y aura jamais de cas où actuellement le fait de fumer la cigarette serait reconnu comme un handicap pour une personne. Par contre, pour le cannabis, c'est un peu différent. Donc, il faudra prendre en considération, si jamais quand un organisme décidera d'interdire le fumer du cannabis dans les logements, pour ceux qui choisiront cette option, il faudra prendre en considération au cas par cas la situation particulière des locataires qui ont une prescription médicale pour fumer du cannabis. Cette prescription-là leur donnera pas le droit de fumer du cannabis n'importe où, n'importe quand dans leur logement en soi, parce qu'ils peuvent consommer d'abord le produit dont ils ont besoin autrement que par fumage. Ils peuvent aussi consommer à l'extérieur, aller à l'extérieur pour prendre la dose dont ils ont besoin pour répondre à une condition médicale. Donc, en soi, ça leur donnera pas le droit d'avoir un accommodement, mais la question va devoir être prise en considération. Comme on le fait pour toute demande d'accommodement raisonnable, dans le fond, que ce soit une personne qui souffre d'un handicap visuel, qui a besoin d'un chien guide, puis on a un règlement qui interdit les animaux de compagnie. Tout ça est du cas par cas, et il faudra voir à ce moment-là s'il n'y a pas lieu d'accorder un accommodement raisonnable, particulièrement à une personne. Et la notion d'accommodement raisonnable, et contrairement à ce qu'on souvent on entend dire dans la société sur cette notion-là, c'est pas un absolu. L'obligation d'accommodement pour un locataire ne doit jamais lui causer de contraintes excessives par rapport aux conditions d'exploitation. Donc, c'est l'aspect que je voulais mentionner sur cette particularité-là de la différence entre tabac versus cannabis. Une petite particularité pour le cannabis, mais au final, un organisme donc qui prendrait la décision d'interdire de fumer du cannabis à l'intérieur des espaces privatifs, à l'intérieur des logements, ne devrait pas avoir essentiellement de difficulté à le faire, là, comme c'est possible de le faire pour la cigarette. Je redonne la parole à ma collègue Kessler pour la suite. Donc, si on choisit de réglementer, il faut savoir ce qu'on veut réglementer, car, comme l'adage le dit, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. D'abord, qu'est-ce qu'on interdit? Est-ce qu'on interdit la consommation de tabac et la consommation de cannabis? Est-ce qu'on interdit seulement la consommation de cannabis? Est-ce qu'on interdit la consommation de cannabis par fumage? Est-ce qu'on interdit le vapotage? En fait, on aurait tendance à présumer d'une certaine logique à interdire le tabac et le cannabis au lieu d'interdire seulement l'un des deux. Parce que si un locataire conteste un règlement qui lui interdit seulement de fumer du cannabis et que l'organisme se retrouve à la régie du logement parce qu'il ne se préoccupe pas des effets de la fumée secondaire causée par le tabac, mais seulement par la fumée de cannabis, qui ont par ailleurs les mêmes effets, la position évidemment de l'organisme ou son argumentaire pourrait se retrouver affaibli devant un régisseur ou un juge administratif. Dans le cas où vous souhaiteriez également interdire la culture de plants de cannabis dans le logement, il est préférable de l'interdire de manière explicite, comme le disait mon collègue tout à l'heure, dans le règlement d'immeuble et pas uniquement se fier au fait que le projet de loi 157 compte l'interdire, car éventuellement, on présume que cette disposition-là sera invalidée, sera contestée. Une autre question à se poser, on interdit la consommation de cannabis où? Dans les espaces privés, sur les balcons. En fait, dans les faits, les espaces privés incluent les balcons, mais il est toujours mieux de le préciser dans le nouveau règlement. Est-ce qu'on l'interdit sur le terrain? Puis il faut rappeler qu'il est interdit de consommer le tabac dans les aires communes, ce qui sera également le cas pour le cannabis. Est-ce qu'on interdit dans tous les immeubles que comprend le projet? Est-ce qu'on l'interdit sur tous les étages de l'immeuble? Parce que sachez qu'il y a possibilité de limiter l'interdiction par étage ou par immeuble lorsque la situation le permet. On interdit à partir de quand? Est-ce qu'on interdit, à compter de 2018, cette année, dans les prochains mois ou dans les prochaines semaines, ou en 2019? En fait, il est suggéré de l'inclure dès cette année, soit en 2018, dans les avis de modification au bail.
car même si la loi n'entrera pas en vigueur au 1er juillet, elle le sera certainement cette année, là. Et finalement, on interdit à qui? Est-ce qu'on l'interdit à tous les locataires ou seulement aux nouveaux locataires? Dans ce cas-là, il est peut-être plus simple d'implanter une interdiction de la cigarette et des produits du tabac fumés par attrition, c'est-à-dire en permettant aux locataires qui avaient déjà le droit de fumer la cigarette de pouvoir continuer à le faire, mais de l'interdire à tous les nouveaux locataires. Puis l'implantation par attrition est suggérée pour 2 raisons. Interdire complètement du jour au lendemain la cigarette dans un logement de locataire peut vous amener à gérer plusieurs contestations devant la régie du logement dans le cas où l'immeuble comporte un certain pourcentage de locataires qui fument déjà dans leur logement. Et deuxièmement, dans les faits, non seulement les délais pour un jugement peuvent être longs, mais également les témoignages de plusieurs locataires ont révélé qu'il leur est arrivé souvent de perdre leur cause devant la régie du logement pour cette question. Donc, les avantages d'une implantation par attrition, c'est qu'elle permet d'instaurer tranquillement le processus vers une habitation sans fumée, par le fait d'interdire aux nouveaux locataires de fumer dans le logement. De plus, rien n'empêche à ceux qui sont déjà locataires de renoncer à leur droit acquis de fumer. Donc, pour ce faire, ils n'ont qu'à le consigner dans une section du règlement d'immeuble. Et bien entendu, que l'implantation par attrition dans le cas de la consommation de cannabis ne s'applique pas parce qu'elle est encore actuellement illégale, donc personne n'a de droit acquis de le consommer. Bon, l'outil à utiliser évidemment pour réglementer la consommation ou la production ou la culture de cannabis, comme du tabac d'ailleurs, dans un immeuble de logement communautaire, c'est évidemment le règlement d'immeuble. Je vous fais un petit rappel là, qui va être évidemment pour plusieurs d'entre vous. Le règlement d'immeuble fait partie du bail. C'est par le règlement d'immeuble ou par une inscription qui est faite directement dans le contrat lui-même, c'est-à-dire dans le bail, qu'on peut interdire ou permettre ou encadrer certaines activités au niveau de ce qui se passe dans l'immeuble. De manière générale, c'est important de comprendre que pour un organisme communautaire d'habitation, le pouvoir de réglementation, c'est un pouvoir qui découle en fait de l'essence même de la relation entre locataire et locataire. C'est-à-dire que un organisme il peut bien le faire s'il le veut, peut bien poser un jugement moral à savoir si la marijuana c'est bien ou c'est mal, ou on aime ça ou on n'aime pas ça. L'organisme n'est pas là pour réglementer les comportements des locataires ou pour dire n'importe où dans la municipalité où vous n'aurez pas le droit de fumer du pot, etc., etc. Ça, il existe un législateur pour ça. Puis le législateur adopte des lois ou des règlements, et nous, comme organisme, on n'est pas là pour prendre la place du législateur. Par contre, du point de vue de l'exploitation de notre immeuble, du bon fonctionnement de notre organisme et de ses objectifs, on peut réglementer tout ce qui est nécessaire, donc, et ça peut inclure donc la consommation des produits du tabac et du cannabis dans les logements, et on fait ça par le règlement d'immeuble. Le règlement d'immeuble faisant partie du bail, quand on le modifie, on se trouve à modifier une condition du bail. Donc, il faut donner les préavis dans les délais prévus au Code civil. En général, pour les bails d'1 an, c'est dans la période de 3 à 12 mois précédant le renouvellement. Donc, c'est sûr qu'on a beaucoup d'entre nous avons en tête la date du 1er juillet parce qu'on se disait ça va entrer en vigueur le 1er juillet. Puis souvent, nos baux se renouvellent. Ils viennent à échéance le 30 juin, ils sont renouvelés en date du 1er juillet. Fait qu'il y avait comme un genre de concordance naturelle. D'abord, c'est pas tous les baux là, qui se renouvellent le 1er juillet. Puis là, ça sera pas le 1er juillet, la date de mise en vigueur. Néanmoins, on voit pour ceux qui vont prendre une décision qui va dans ce sens-là, puis qui souhaitent inclure quelque chose dans leur règlement d'immeuble, ne reportez pas la décision à plus tard. C'est pas parce que l'entrée en vigueur va être reportée peut-être en octobre, en novembre ou en décembre, peu importe, que vous devriez vous dire, on va attendre que ça entre en vigueur, parce qu'à ce moment-là, il faudra passer par la prochaine période de renouvellement des baux. Ça va être beaucoup plus compliqué. Puis s'il y en a qui se disent, oui, mais pourquoi j'adopterais un règlement maintenant pour interdire le cannabis le 1er juillet alors que ça va être encore illégal? De toute façon, ils n'ont pas plus le droit. Mais c'est parce qu'à un moment donné, ça va devenir légal. Puis il n'y a rien qui nous empêche de le faire présentement dans le cadre, que ce soit légal ou pas, dans le cadre de la relation locataire-locataire. Donc, il faut bien respecter les délais. Il
faut aviser les locataires dans le délai prévu et les locataires individuellement peuvent s'opposer à la modification, comme toute modification aux conditions du bail. Alors, auquel cas, s'ils s'opposent à la modification, il y a des recours qui pourront être entrepris. Puis là, c'est pas les mêmes. En fait, la personne qui entreprend le recours n'est pas la même selon qu'on est dans un logement à loyer modique, là, un logement subventionné ou un logement qui n'est pas à loyer modique. Mais sans entrer dans le détail, disons, le locataire va avoir un droit de contestation. En fait, il va avoir un mois là, pour manifester son opposition à une modification au règlement d'immeuble. Et ensuite, c'est la Régie du logement qui sera appelée à trancher sur la validité de la modification qui va être proposée. S'il y a une contestation de la modification, ça va s'en aller donc à la Régie du logement. Puis évidemment, entre-temps, pour le locataire qui a contesté la modification, tant qu'il n'y a pas une décision qui est prise, puis qu'il n'y a pas une adjudication qui est faite par la Régie du logement, le nouveau règlement n'entre pas en vigueur pour celui qui l'a contesté. Et c'est les mêmes conditions du bail là, qui continuent à s'appliquer, c'est-à-dire l'ancien règlement d'immeuble. Mais au moment où la Régie va avoir statué, ben là, ça va devenir exécutoire. On a posé une question donc à propos des renouvellements. J'ai déjà envoyé mes avis de renouvellement. J'avais pas prévu de clause là-dessus, mais je voudrais le faire. Donc, oui, ben à ce moment-là, envoyer un deuxième avis ou un avis modifié. L'important, c'est que ça se fasse à l'intérieur des délais prévus dans le Code civil. Donc, pour la plupart des cas, ça va être dans la période de 3 à 6 mois avant le renouvellement du bail. Donc, pour les baux qui se renouvellent au 1er juillet, le 31 mars est la date limite là, pour aviser les locataires de la modification au bail. Donc, je vous suggère de faire la discussion rapidement si ce n'est pas déjà fait et d'entreprendre le processus rapidement. La question a été posée aussi, en fait, Quesnol l'a déjà abordé un peu tantôt. On peut interdire la cigarette, on peut interdire le cannabis, on peut interdire les deux. Est-ce qu'on peut interdire juste l'un ou l'autre? Oui, c'est possible d'interdire juste l'un ou l'autre. Maintenant, c'est vraiment une question de cohérence, comme on l'a mentionné. C'est-à-dire que si vous avez un règlement actuellement, vous n'avez pas de règlement qui interdit la cigarette, puis vous décidez d'interdire le pot, puis qu'une personne conteste la modification au règlement, puis que là, vous justifiez devant la Régie du logement votre règlement en invoquant la jouissance paisible des lieux, les troubles de voisinage, la nuisance causée par la toxicité de la fumée secondaire du pot, les dommages que ça cause à l'immeuble, mais que par ailleurs, vous n'avez pas pris de décision d'interdire la cigarette, ben ça se peut que vos arguments aient moins de poids devant un juge administratif de la Régie du logement. Mais évidemment, encore là, c'est à chaque organisme là, d'évaluer toute cette situation-là. On regarde maintenant rapidement le règlement d'immeuble. Je vous suggère ici, on va voir rapidement dans les prochaines minutes, avant de conclure, à quoi peut ressembler un règlement d'immeuble, du moins, ou une modification au règlement. Là, on l'a formulé comme un règlement distinct qui s'ajouterait à un ensemble de règlements, mais ça peut être une série d'articles qu'on ajoute à notre document actuel, le règlement d'immeuble. Donc, le modèle qu'on vous propose, il y a un titre là, qui s'appelle le règlement sur l'usage du cannabis et des produits du tabac. Je vous signale qu'il s'agit d'un modèle, c'est-à-dire c'est pas une recommandation en soi. Vous devez prendre votre décision en fonction des critères que Kessna a évoqués. Qu'est-ce que vous voulez faire? Puis une fois que vous avez pris votre décision, vous formulez le règlement pour qu'il traduise clairement votre intention et qu'il soit le plus clair et compréhensible possible pour les locataires, comme on le fait toujours avec une modification au règlement d'immeuble. Donc, vous pouvez inclure un préambule qui dit, par exemple, que le conseil d'administration de l'organisme a adopté le présent règlement, lequel entrera en vigueur le 1er juillet 2018. Ce règlement fait partie intégrante du bail. C'est superflu de l'écrire, parce que de toute façon, c'est la loi, mais bon, c'est pas une mauvaise chose pour le rappeler à tous les locataires. Et il contient les termes, les conditions et les règles applicables à la consommation des produits du tabac, ainsi qu'à la culture et la consommation du cannabis dans les immeubles situés à telle adresse. On suggère d'inclure une clause qui mentionne l'objectif de ce règlement-là, de ce nouveau règlement-là ou de ces règlements additionnels.
Puis dans ce cas-ci, évidemment, en fonction, et encore là, ça doit être adapté en fonction de vos décisions. On dit le règlement a pour objectif de prévenir les problèmes de santé engendrés par l'exposition à la fumée secondaire, d'éviter la perte de jouissance des lieux pour les locataires susceptibles d'être indisposés par la fumée secondaire et de diminuer les risques d'incendie ainsi que les coûts de remise en état des logements. Donc, on est ici avec des arguments qui relèvent de la relation locataire et de la responsabilité qu'on a comme locataire. Et c'est pas des arguments moraux, là, mais c'est des arguments fondés, disons, par rapport à nos responsabilités comme locataires. Clause sur le cannabis, on suggère une formulation. Il est strictement interdit de fumer du cannabis ou tout autre produit dérivé par quelque dispositif que ce soit à l'intérieur des logements, de même que sur les balcons, on spécifie. Cette interdiction s'étend aux aires communes et aux terrains de l'immeuble. Encore là, on dira, oui, mais cette interdiction s'étend aux aires communes. On n'a pas besoin de l'écrire, de toute façon, c'est déjà, ça va déjà être dans la loi provinciale, c'est un fait, mais pourquoi pas l'indiquer, ne serait-ce qu'à des fins d'éducation et d'information des locataires. Et c'est une disposition de plus qui renforce la même situation de fait, c'est-à-dire l'interdiction de fumer dans les aires communes. Deuxième alinéa, le locataire doit voir à ce que toute personne à qui il donne accès à son logement respecte cette interdiction. Ensuite, la culture du cannabis est également interdite à l'intérieur des logements. Évidemment, c'est pour l'organisme qui décide que non seulement il ne veut pas que les gens fument du cannabis à l'intérieur des logements, mais on ne veut pas que les gens également en cultivent. Alors, si c'est le cas, on l'écrit dans le règlement d'immeuble. Si ça ne nous dérange pas la culture du cannabis, ben à ce moment-là, on ne le met pas dans le règlement d'immeuble. Si on pense qu'on a une bonne raison de l'interdire, on l'indique dans le règlement. La formulation telle que proposée, vous comprendrez qu'on parle de la consommation du cannabis par fumage. Alors, d'autres formes, avec ce modèle de règlement-là, cette proposition-là de règlement-là qui apparaît à l'écran, rien n'interdirait à un locataire de consommer le cannabis autrement que par fumage. Les fameux muffins aux potes ou d'autres situations. Là, je vois qu'une personne nous demande si on pouvait revenir à l'acétate précédente. En fait, ce qu'on va vous suggérer, c'est on va vous envoyer par courriel le PowerPoint. Vous allez avoir accès à cette formulation-là par écrit. Alors, j'imagine, sinon à la fin, là, on pourra revenir précisément à vous là, pour cette situation-là. On vous suggère aussi une formulation supplémentaire pour la cigarette et les produits du tabac pour les organismes qui n'ont pas déjà une réglementation là-dessus puis qui se diraient, tant qu'à le faire pour le pot, on va le faire pour la cigarette et les produits du tabac aussi. Alors, je vous la présente. Il est strictement interdit de fumer la cigarette, le cigare ou tout autre produit du tabac, ainsi que la cigarette électronique. Petite parenthèse là-dessus, c'est une discussion à y avoir. Un organisme pourrait très bien décider d'interdire la cigarette dans les logements, mais de permettre la cigarette électronique comme option pour faciliter la transition aux fumeurs qu'on souhaite peut-être qu'ils abandonnent l'usage des produits du tabac. Mais encore là, on l'a mis comme exemple d'une formulation possible si telle est la décision qu'un organisme prend. Donc, il est interdit de fumer à l'intérieur des logements, de même que sur les balcons. Cette interdiction s'étend aux aires communes. Puis là, on a mis à un rayon de 9 mètres devant toute porte, prise d'air ou fenêtre, jusqu'à la limite du terrain de l'immeuble. Le locataire doit voir à ce que toute personne à qui il donne accès à son logement respecte cette interdiction. Et là, s'il y en a qui souhaitent implanter une telle disposition dans le règlement d'immeuble à compter du 1er juillet, mais souhaitent en même temps le faire par attrition, en permettant aux locataires actuellement, pour qui il n'y a pas cette interdiction-là, de continuer de fumer s'il y en a qui le souhaitent. La façon dont ça pourrait être formulé, c'est ainsi. Toutefois, les locataires qui étaient liés par un bail de logement antérieurement au 1er juillet 2018 pourront continuer à fumer, mais uniquement dans leur logement, tant et aussi longtemps qu'ils y habiteront, à moins qu'ils acceptent par écrit de se conformer au règlement. Alors, c'est pas parce que vous décideriez, par exemple, d'interdire l'usage de la cigarette, mais de le faire par attrition en conservant, si on veut, le droit acquis, entre guillemets, aux locataires qui sont en place. Mais s'il y a des locataires qui sont non-fumeurs et qui veulent bien confirmer qu'ils acceptent par écrit pour l'avenir à se conformer à ce règlement-là. Ou s'il y en a qui sont fumeurs et qui se disent l'occasion est peut-être bonne d'essayer d'arrêter de fumer ou de simplement je vais continuer à fumer mais je ne fumerai plus dans mon logement parce que je comprends que ça dérange les voisins puis j'irai fumer ailleurs ou à l'extérieur. Donc j'accepte volontairement de renoncer
à la possibilité qui m'est offerte de continuer à fumer dans mon logement, bien, vous pouvez faire signer en annexe du règlement d'immeuble une déclaration ou un avis du locataire comme quoi ils acceptent de se conformer au règlement, même si, en principe, ils bénéficient d'un droit acquis parce qu'il y avait un bail antérieurement au 1er juillet 2018. Alors, c'est comme ça que vous pouvez le formuler, puis c'est comme ça que vous pouvez gérer la situation aussi. Quatrième clause, en cas de non-respect du règlement, c'est une suggestion. On dit le locataire qui contrevient au présent règlement recevra un avis écrit lui demandant de s'y conformer et de respecter l'interdiction de fumer ou de cultiver du cannabis, le cas échéant. À défaut, l'organisme se réserve le droit d'exercer tous les recours à sa disposition, incluant une requête en résiliation de bail et en expulsion devant la régie du logement. Encore là, vous avez peut-être déjà des clauses similaires dans vos règlements d'immeuble et une clause comme ça n'est pas nécessaire pour qu'un locataire puisse exercer ses recours et ses droits. Mais ça tient lieu de rappel et dans le fond, ça sert à des fins d'information et d'éducation pour les locataires, pour leur rappeler qu'est-ce qui arrive en cas de non-respect du règlement. On n'a pas d'obligation comme locataire de donner un avis écrit pour demander à la personne de se conformer. En cas de non-respect du règlement, c'est possible d'entreprendre directement des recours devant la régie du logement. C'est pas nécessairement de mauvaise pratique, quand ça arrive une fois, là, de fonctionner par avis. Il y a des organismes même qui vont vouloir souhaiter en donner plus qu'un pour convaincre la personne, d'intervenir auprès de la personne pour la convaincre de se conformer au règlement. Et voilà, ça sera ensuite, et les recours pourront ensuite quand même être exercés devant la régie du logement. En cas de non-respect du règlement, donc une fois qu'on a envoyé des avis puis tout ça, puis qu'on arrive vraiment à la situation là, où il y a un non-respect du règlement, ben là je mentionne quand même l'importance d'appliquer un règlement d'une façon cohérente. C'est sûr que si un organisme adopte un règlement puis qu'il ne s'assure pas de son application, l'organisme, ses gestionnaires, les administrateurs, les salariés et témoins de situations de non-respect du règlement et ferme les yeux, passe par-dessus, tout ça. En soi, ça ne donnera pas ensuite à une personne un droit acquis en disant « Oui, je le sais que j'avais pas le droit, mais ça fait 6 mois que je fume dans mon logement, puis vous le savez, puis vous avez rien fait, puis là, vous décidez finalement que j'aurai plus le droit. » Non, le non-respect du règlement et sa non-application comme telle ne crée pas un droit acquis pour le locataire, mais néanmoins, c'est toujours plus facile d'obtenir éventuellement un jugement en cas de non-respect du règlement si on l'a quand même appliqué d'une façon cohérente. Et ça, c'est une recommandation qu'on vous fait. Et ultimement, en cas de non-respect du règlement, c'est donc le recours à la régie du logement, donc par une demande de résiliation de bail puis d'expulsion des occupants pour non-respect des conditions du bail. Évidemment, encore là, c'est toujours une difficulté de gestion de ces situations-là qu'on connaît très bien en OSBL d'habitation et qui est très, très difficile à beaucoup d'égards, que ce soit au niveau administratif, mais humainement aussi à gérer. Il y a l'enjeu des délais qui intervient aussi. On n'obtient pas une audience le lendemain matin. Sachez aussi que le fardeau de preuve est toujours sur la partie qui est en demande à la régie du logement. Alors, ça va être à nous de prouver à ce moment-là qu'il y a eu effectivement non-respect du règlement. Mais à cette étape-là, on n'est plus dans le cas où le règlement a été contesté, puis on doit intervenir et plaider sur la pertinence de notre règlement. À cette étape-là, notre règlement, il est réputé pertinent, il a été accepté, il fait partie du bail, et notre fardeau de preuve, c'est de prouver qu'il y a eu non-respect du règlement. Et on ne revient plus comme tel sur la pertinence. Donc, pour l'essentiel, c'est les informations. Mon collègue Claude a suivi le module de conversation pendant qu'on faisait la présentation. Peut-être, Claude, tu pourrais nous rappeler quelques questions qui ont été soulevées auxquelles on pourrait répondre. Les deux dernières, la plupart des questions qui ont été soulevées auparavant ont trouvé leur réponse dans les interventions qui ont été faites par la suite. Il y en a quelques-unes que j'ai reprises par écrit, mais là, il y a deux nouvelles questions. Il y a Dominique Bouchard qui dit « Je gère un hébergement temporaire. Est-ce les mêmes règles qui s'appliquent que dans les OMH? » On comprend qu'on parle des OSBL, mais il veut savoir si pour le temporaire et le permanent, c'est les mêmes règles. Il y a différentes situations en hébergement temporaire, là. Il y a des différents cas d'espèces. Il y a des cas où il y a un bail de logement et un règlement d'immeuble et un genre de contrat de vie qui peut prendre d'autres appellations selon le cas. Puis il y a des endroits où il y a simplement le contrat de vie. Grosso modo, c'est les mêmes règles qui vont s'appliquer, c'est-à-dire que
Par le contrat de vie, on peut réglementer ce qui se passe dans le projet. La différence essentiellement, puis je n'entrerai pas dans le détail, mais c'est au niveau de l'application. Si on n'est pas en présence d'un bail de logement en bonne et due forme, qui est l'élément principal de la relation avec la personne hébergée, et en général, l'élément principalement avec la personne hébergée, c'est pas c'est le contrat de vie. Ben à ce moment-là, ça relève pas de la compétence de la Régie du logement, puis l'application et les recours vont devoir être exercés devant la Cour du Québec, ce qui pose d'autres défis là à différents niveaux. Mais pour l'essentiel, ça va être la même chose. Il y a une question qui est posée pour les coopératives d'habitation. J'avoue que je me prononcerai pas là-dessus. Je savais pas que le règlement d'immeuble devait nécessairement être adopté en assemblée générale. Ça dépend peut-être des règles internes des organismes, mais bon, si c'est le cas, euh, c'est une autre situation, mais je ne me prononce pas sur les cours d'habitation. Gabriel Robichaud demande si... pardon, j'ai perdu sa question. Oui, non, il m'a dit trop court. Oui, Gabriel Robichaud demande si je comprends bien. Oui, vous posez la question de savoir si c'est possible de modifier le droit de fumer la cigarette dans le logement aussi. Oui, c'est tout à fait possible. C'est reconnu qu'un locataire peut interdire la consommation des produits du tabac par fumage dans les espaces privatifs, dans les logements. Et ça, pour un nouveau locataire, c'est tout à fait possible. Pour un locataire, ben, ça se fait par une modification au règlement d'immeuble. C'est une modification aux conditions du bail, et là, il y a possibilité de contestation. Et il y aura éventuellement une décision qui devra être prise là-dessus par la Régie du logement. Mais oui, c'est possible de le faire. Votre question me permet d'aborder rapidement en 30 secondes une situation quand même particulière. J'ai dit c'est très facile pour un locataire de décider que dorénavant, les nouveaux locataires qui rentrent dans notre immeuble n'auront pas le droit de fumer dans les logements. Les unités locatives sont désignées sans fumer. C'est tout à fait possible de le faire. Ça pose néanmoins une question, disons, pour un organisme qui décide de le faire aujourd'hui et qui gère une liste d'attente pour le logement à loyer modique depuis un certain nombre d'années avec des personnes qui sont depuis un certain nombre d'années sur les listes d'attente. Là, la personne qui cote la première, qui est la première à qui un logement peut être attribué, selon les règlements sur l'attribution, au moment où un logement se libère, et là, on lui dit que ça va être un logement sans fumée. Si cette personne-là prend la décision de ne pas profiter de l'offre, et refuse l'offre de logement parce que ça fait pas son affaire, ben elle va être rayée de la liste pour 1 an. Donc, c'est une question qu'on soulève au RQH, qu'on a éventuellement l'intention de discuter avec les autorités concernées pour voir s'il n'y aurait pas moyen d'adapter la réglementation sur l'attribution des logements à loyer modique pour qu'un demandeur fumeur qui n'est pas prêt à se conformer et qui, pour cette raison-là, refuserait une offre dans un logement non-fumeur, que cette personne-là soit pas pénalisée, alors que peut-être que dans l'immeuble à côté, que le même organisme gère, et que cet immeuble-là, lui, n'est pas désigné sans fumer, s'il y a un logement qui se libère, qu'elle puisse y avoir accès tout de suite, et qu'elle soit pas barrée pour 1 an. En tout cas, il y a une adaptation à faire là, au niveau de la transition à ce niveau-là. Mais oui, c'est tout à fait possible d'interdire la cigarette dans vos logements. Alors, Claude va continuer là, pour conclure la présentation. Je vois qu'il y a encore quelques questions qui ont été soulevées et parfois les gens, entre vous, là, vous répondez, tant mieux. S'il y a d'autres questions, je vous invite à vous adresser à votre Fédération régionale des OSBL d'habitation qui dessert votre territoire. Pour les OSBL de l'Abitibi-Témiscamingue, s'il y en a parmi vous, vous pouvez vous adresser directement à nous au RQH. Je vous invite également à suivre notre site web. Vous retrouverez dans quelques heures ou au plus tard demain, mais probablement cet après-midi, la présentation au complet et le PPT et d'autres ressources aussi qui seront mises en ligne dans les prochaines semaines et les prochains mois. D'autres ressources sont également disponibles dont le site web Les Habitations sans fumée. Si vous regardez sur votre fenêtre, votre écran actuellement en haut à droite, il y a 2 liens web, Habitation sans fumée aussi, qui a des ressources à ce sujet-là.
Enfin, je vous rappelle qu'il y a un atelier qui va porter sur le même sujet, habitation sans fumée, lors de notre colloque le mardi 17 avril à 10h45, tout de suite après la plénière d'ouverture. Le colloque s'annonce encore une fois comme un moment d'échange et de réseautage privilégié pour toutes les personnes impliquées dans le secteur du logement social et communautaire. Vous pouvez consulter la programmation à l'adresse qui apparaît sur l'écran, ou en fait en cliquant sur le lien colloque parce que l'avenir nous habite. Sur ce, merci de votre participation et bonne fin de journée. Et puis, excusez-nous pour les petits problèmes techniques qu'il y a eu au début. Puis, on nous rapporte aussi que parfois le son pouvait couper. C'est toujours la difficulté de cette forme-là, les webinaires. C'est bien pratique, mais on est toujours un peu dépendant de la qualité des réseaux là, qui acheminent l'information un peu partout. Donc,